Dernier épisode des Technos avant Noël. C'est le 148e épisode cette semaine. Et pour cet épisode, qu'on va qualifier de Noël, ou de fin d'année en tout cas, on a avec nous de ce côté-ci Sébastien, salut Sébastien, et puis de ce côté-là, bonjour. Benoît, salut Benoît. Salut. On va parler ensemble durant une petite heure, enfin grosso modo une heure, de nouvelles technologies et d'actualités technologiques, puisque c'est le principe des technos. Je ne sais pas si vous le savez, c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez. C'est un petit peu notre revue de presse technologique de la semaine, l'actualité technologique telle que nos petits camarades l'ont perçue durant ces derniers jours. Avant de commencer, communication de service, si vous le voulez bien, les plus assidus savent de quoi il s'agit. Il s'agit de notre rendez-vous fixé d'ores et déjà le mardi 26 à 20h. Ce mardi 26 décembre, on vous proposera d'assister en direct à l'enregistrement de l'épisode 149, en fait, celui que vous auriez eu sinon jeudi. Eh bien, vous allez pouvoir assister à son enregistrement en direct via YouTube. Donc, ce sera mardi et ce sera avec l'ensemble de l'équipe. Ça va pas être évident. Gérer, je pense. Et dans cette optique, si vous le voulez bien, parce qu'il y aura forcément beaucoup moins d'actualités pendant cette période, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Vous avez envie de poser des questions spécifiques à l'un des chroniqueurs ou de manière générale, peut-être une question qu'on a éludée durant l'année au niveau de l'actualité. Tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas un seul instant à nous poser cette question, soit ici en commentaire de cette vidéo sur YouTube, soit sur notre blog lestechno.be. Il y a moyen, il y a une page de contact, etc. Donc il y a vraiment moyen de nous communiquer vos questions un petit peu à l'avance, comme ça on a un petit peu le temps de préparer aussi, ou sinon pendant le direct, il n'y a aucun souci, on lira vos questions en temps réel. Voilà, le rendez-vous est d'ores et déjà pris. C'est une première pour les technos, on a fait ça qu'une seule fois sur Facebook, si je me rappelle bien, et c'était un test, on avait prévenu personne, donc ici on peut dire vraiment que c'est une vraie première en ce qui nous concerne en tout cas. Donc rendez-vous le 26 décembre, voilà qui est fait, ce sera juste après Noël évidemment. Côté courrier des auditeurs, du coup je le garde un petit peu en réserve, on a eu des courriers, on a eu des demandes, des questions, etc. On va le garder un petit peu sous le coude pour mardi prochain, comme ça on répondra à tout le monde en même temps, sauf si Sébastien ou Benoît, peut-être plus Sébastien, avait aperçu un truc sur lequel tu désirais peut-être réagir là maintenant, ou je sais pas, parce qu'il y a souvent des questions pour la crypto-monnaie, puisque tu es un petit peu notre spécialiste crypto-monnaie, donc voilà, souvent il y a des questions qui viennent, mais je pense que tu réponds en général par écrit. Oui, voilà, c'est ça. Comme on a les notifications sur les commentaires YouTube, donc on répond en général en direct. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités autour de ça en ce moment. Oui. Donc, on va en parler d'ailleurs. Et on va en parler encore aujourd'hui. Donc voilà, vous voilà avertis. Pour tout savoir sur tout, en gros, ou en tout cas pour en apprendre plus, rendez-vous le mardi 26 décembre. On peut entamer notre abécédaire classique, si vous le voulez bien, avec la lettre A comme Amazon, pendant que quelque chose s'écroule quelque part, mais je sais pas où. A comme Amazon. Benoît, surprise, ce géant abuserait de sa place de marché. Voilà, c'est en tout cas ce que pense le ministère de l'économie français, Bercy, qui assigne Amazon en justice en demandant une amende de 10 millions d'euros, parce que donc on sait qu'Amazon, tu as la boutique, mais à côté de ça, tu as la place de marché qui permet à d'autres vendeurs de présenter leurs produits, de les mettre en vente. Tu sais, parfois tu as un produit, puis tu as toute une liste de vendeurs à côté, parfois moins cher, parfois plus cher, parfois qui livrent plus vite, etc. Parfois qui font livrer par Amazon d'ailleurs. Et apparemment, les conditions qu'Amazon propose à ses vendeurs sont contraires à la loi et contiennent des clauses qui sont franchement abusives, en tout cas selon le ministère de l'économie français, et qui mettent ces entreprises, ces vendeurs tiers en péril, parce qu'ils sont vraiment à la merci complète de la plateforme, qui peut décider du jour au lendemain de les éliminer. C'est de façon un peu ironique évidemment qu'on a dit surprise, parce que je pense que tout qui suit un petit peu l'actualité de l'e-commerce se rend bien compte que ces places de marché ont une puissance énorme, et ça semble assez évident, même si c'est pas dit explicitement, mais ça semble assez évident que si Amazon voit un vendeur qui a des produits qui marchent bien,
je pense que c'est une manière pour eux de les rajouter à leur catalogue et de savoir ce qui se vend bien. Il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Ils ont toute l'info. Et donc, à un moment, peut-être de dégager le vendeur ou de simplement casser en dessous de ses marges. On sait que le marché français, notamment pour les hypermarchés, est extrêmement concurrentiel avec une forte pression mise sur les fournisseurs. Quelque chose dont pas mal de vendeurs, de fournisseurs se plaignent depuis longtemps. Et là, Amazon, apparemment, de l'avis de différentes personnes qui ont été recueillies par le ministère de l'économie, est à passer en fait un cran au-dessus et est encore plus presse citron que les acteurs traditionnels. C'est vraiment une jungle, ce marché, ces places de marché et tout ce milieu. Je vois Sébastien lever le doigt. Oui, juste rappeler au passage que l'essentiel du modèle économique d'Amazon, notamment sur la partie place de marché, c'est pas tellement sur les marges qu'ils le font, c'est sur les délais de paiement. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose sur Amazon, vous le payez directement à Amazon et Amazon va payer son fournisseur avec un délai pas négligeable de quelques mois en général. Et c'est sur ce délai-là qu'ils font du bénéfice. Donc évidemment, ils tiennent les fournisseurs par les castagnettes. Oui, enfin, ils jouent sur les délais, mais en même temps, vu les taux d'intérêt actuellement, ils doivent pas non plus faire des marges extraordinaires sur ces délais, quoi, en termes économiquement. Mais sur le volume, ça fait quand même une grosse différence. Sur le volume, oui. C'est vrai que ce sont des paramètres avec lesquels ils sont capables de jouer aussi, ça c'est clair. On est toujours à la lettre A comme Apple. Sébastien, Apple qui maintenant admet ralentir les vieux iPhones. On avait parlé déjà de cette problématique depuis la mise à jour, une des dernières mises à jour de iOS, que certains iPhones, version 6, 6S par exemple, avaient tendance à un petit peu ramer. Ils admettent qu'ils ont tout à fait, c'est tout à fait de leur fait. En fait, c'est un choix, quoi, en gros. Voilà. Donc ça, c'était le petit running gag au bureau ces dernières semaines, parce que j'ai un collègue qui avait encore un iPhone 6 sur lequel il avait installé iOS 11, et tout d'un coup, le téléphone ramait comme pas possible, et donc ça lui faisait une excuse supplémentaire pour investir dans un iPhone X. Mais donc effectivement, la news, voilà, c'est un des buts. En tout cas, voilà, c'était un des buts pour lequel ça fonctionnait bien pour lui. Et la news est apparue effectivement sur Reddit, où il y a eu plusieurs personnes qui ont rapporté ce genre de comportement, notamment avec la mise à jour vers iOS 11.2 ou les mises à jour sur iOS 10.2 sur les plus vieux devices. Et apparemment, les vieux iPhones, notamment les 6S, 6 et SE, avaient tendance à ralentir méchamment avec les dernières versions des OS. Alors il y a eu des tests qui ont été faits, notamment les gens de Geekbench ont fait des tests un petit peu plus poussés et se sont rendus compte qu'effectivement entre la version 10.2 et 10.2.1 par exemple, sur les iPhone 6S, il y avait des grosses différences d'appel de la puissance des scores en gros de Geekbench, des benchmarks. Et donc effectivement c'était prouvé que c'était réel. Donc évidemment la presse s'est empressée de contacter Apple à ce sujet, et Apple a confirmé qu'effectivement ils avaient mis en place une nouvelle fonctionnalité dans les dernières versions d'iOS pour résoudre un problème. Alors en tout cas c'est la raison qu'ils avancent, là je préviens, je suis fanboy donc j'ai tendance à les croire, mais toujours est-il que la raison qu'ils avancent, c'est que les batteries lithium-ion ont tendance à ne plus bien fonctionner avec l'âge. Notamment dans certaines conditions, et notamment dans les conditions de température assez basse. Et la conséquence de ça, c'est que quand le processeur tout d'un coup fait une grosse montée en charge, le téléphone, pour éviter de trop chauffer, a tendance à s'éteindre. Chouette. Violemment. Oui, c'est ça. Même si la batterie est encore à 40% de charge, il a tendance à s'éteindre pour protéger ses composants. Apple est en train de copier Samsung, attention. Non mais voilà, donc, je pense qu'il y a eu clairement un effet Samsung, dans le sens où ils ont préféré la prudence et se dire, bon, plutôt que ça commence à chauffer ou quoi, on va mettre un fail-safe en place. Mais du coup, pour éviter de déclencher ce fail-safe, ils ont mis en place une stratégie logicielle qui fait que, en gros, quand une application demande beaucoup de charge au processeur, cette charge elle est étalée dans le temps, et donc on réduit de manière logicielle artificiellement la puissance du processeur pour lisser un petit peu la demande et du coup éviter que le téléphone s'éteigne et prolonger l'autonomie. Donc ça c'est la raison qui est invoquée. Évidemment, quand on a appris ce genre de choses, toutes les pires théories du complot se sont déchaînées en disant oui, c'est la preuve de l'obsolescence programmée d'Apple, etc. Voilà, la raison d'Apple invoquée est tout à fait légitime, en tout cas d'un point de vue technique. Oui, enfin, ceci dit, pour une raison technique, transformer un Apple
appareil qui coûte quand même de l'argent encore, je vais repasser la parole à Benoît dans un instant, je vois son doigt fébrilement se lever, mais le transformer en cale-porte, je sais pas si c'est une solution commerciale très avenante, quoi. Benoît. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ton collègue Sébastien. En fait, s'il remplace la batterie, j'ai vu passer tout à l'heure un test qui le montrait, s'il remplace la batterie, du coup, il va pouvoir garder son iPhone 6. Bah oui. C'est chouette. Hein. Donc et en fait, la batterie, c'est 79 €. Tu peux lui passer la nouvelle de ma part, il sera content, je pense. 79 € officiel, je veux dire, parce que dans le réseau officiel Apple, on va dans un... ou pas? Justement, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait sur le marché, parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté ça, qu'en changeant la batterie, en la renouvelant, ils arrivaient à avoir de nouveau les performances originales. Et typiquement chez iDoctor, par exemple, qui a une petite boutique à Pignon-sur-Rue qui fait des réparations comme ça de device, c'est 65 € main d'œuvre comprise pour remplacer une batterie sur un iPhone 6S. D'accord. Donc c'est effectivement plus économique que d'acheter un iPhone X. Oui. Ça donne un second souffle à son appareil par la même occasion. Voilà. Donc, exactement. C'est de temps en temps les solutions, Benoît, les solutions les plus simples. Moi, c'est pour faire plaisir aux collègues. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que le collègue en question avait saisissé une opportunité. C'est ça. C'était juste une question de justifier ça à son comptable et à sa femme. Mais c'est ça, voilà. On est au mois de décembre, on peut encore faire des frais. Vite, jouons la montre. Alors, juste pour préciser au passage que Apple assume entre guillemets sa décision, dans le sens où ils ont dit qu'ils allaient probablement amener cette nouvelle fonctionnalité aussi sur les iPhone 7 dans les prochaines semaines sur iOS 11.2.x. Et en fait, c'est des fonctionnalités qui étaient justifiées. Maintenant, ce qu'on peut reprocher évidemment à Apple sur ce coup-là, c'est qu'ils ont très mal géré la com, qu'ils ont été opaques comme pas possible, et ils auraient mieux fait, quand ils ont mis ça en place, d'une part d'informer les utilisateurs en disant attention, votre batterie est un petit peu ancienne, donc je vais vous baisser un petit peu la puissance pour que le téléphone reste allumé, et d'autre part aussi d'informer la presse en disant bon, au passage, on va mettre en place ce truc-là, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est juste pour mieux gérer les contraintes physiques du matériel. Mais bon, ils ont mal géré leur coup sur la com, quoi. C'est un peu ballot, parce que c'est vrai que du coup ça énerve tout le monde, et pour pas grand-chose finalement, parce que d'autres appareils, d'autres marques, là ils font pas beaucoup de com non plus, et finalement à un moment donné les gens derrière mon appareil il est foutu, je change, mais on n'en fait pas des pâtes à caisse, parce que c'est un LG, c'est un Nokia, enfin peut-être pas un Nokia, mais un Samsung ou autre, et donc là ça fait moins de bruit évidemment. On en est à la lettre A comme Apple, on peut directement passer à la lettre C comme Cass, par exemple. Benoît, on a découvert un verre polymère avec une propriété plutôt intéressante quand on parle par exemple de tablette ou de smartphone. Voilà, il se répare tout seul. C'est chouette ça, non? Et donc c'est des chercheurs japonais qui ont trouvé ça apparemment un petit peu par hasard en plus, comme beaucoup de grandes découvertes. C'est un verre polymère où quand on met les différents morceaux ensemble après l'avoir cassé, on applique une pression pendant quand même un certain temps, et le verre se reconstruit, et se reconstruit en ayant la même solidité que ce qu'il avait avant. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et alors, c'est pas... il y avait une annonce en début d'année comme ça aussi d'un autre laboratoire travaillant également sur des verres polymères qui était arrivé également à des verres se réparant. Ce qu'ils annoncent comme étant leur point de différence, c'est que leur polymère ne doit pas être chauffé du tout. Donc c'est vraiment la pression simplement qui suffit à réparer. Alors c'est des produits de recherche, c'est pas dans l'iPhone 10.2 ou l'iPhone 11 en fonction de comment Apple décidera de l'appeler qu'on aura ce genre de produit. C'est clair qu'il va falloir un certain temps avant la commercialisation, mais c'est vrai aussi quand tu regardes, tu as quand même beaucoup de gens. Il me semble que j'avais vu une étude qui mettait à 20-25% des utilisateurs de smartphones, toutes marques confondues, qui ont un écran cassé, parce que c'est quand même un des points où effectivement nos téléphones peuvent être un peu plus fragiles, même avec le verre Gorilla. Il faut voir évidemment que la version commerciale de cette découverte, quelle forme elle pourrait prendre, parce qu'il faudra évidemment qu'elle ait une forme vraiment commerciale, si je puis dire. C'est pas non plus, on va pas avoir demain un appareil qui se répare tout seul. Gratuitement, entre guillemets. Donc, il faudra voir, effectivement, j'imagine. Parce que comme il faut appliquer une pression, c'est vrai que la question, c'est comment est-ce qu'on va appliquer cette pression en tant que consommateur sur un appareil ou tel. Voilà, il y a de la recherche, mais c'est... Il s'agira peut-être d'aller chez le commerçant pour que lui fasse le geste technique pour réparer la vitre. Mais on parlait d'obsolescence programmée, on parlait on parle de plus en plus de réparabilité du matériel. C'est intéressant de voir des nouveaux matériaux comme ça qui apparaissent
et qui nous offre des perspectives nouvelles dans ce domaine-là. Effectivement, oui. Ne serait-ce que si ça simplifie aussi le recyclage, parce que là aujourd'hui, quand vous changez votre écran de votre téléphone, l'ancien écran il part à la poubelle, alors que s'il pouvait être récupéré pour être réinstallé sur un nouveau téléphone, on économiserait beaucoup d'argent aussi sur ces réparations. Donc, oui, effectivement, tout ce qu'on répare ne doit pas être jeté, et c'est bon pour la planète aussi, effectivement. Alors que j'ai tout qui s'éteint à la maison, c'est un petit peu compliqué. Ah voilà, j'ai tout retrouvé, décidément. C'est la batterie. C'est les mises à jour aussi. C'est toujours comme Coinbase, puisqu'on a Sébastien avec nous, on va parler crypto-monnaie, et pas qu'une fois d'ailleurs dans cet épisode. Sébastien, Coinbase enquête sur des soupçons de délit d'initié sur le lancement du Bitcoin Cash. Voilà. Donc on va commencer déjà par rappeler un petit peu ce que c'est le Bitcoin Cash. Donc il faut se souvenir qu'en août dernier, les nouvelles dans le monde du Bitcoin ont été assez agitées, et notamment qu'il y a eu ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire une mise à jour, une proposition de mise à jour du protocole de Bitcoin. Et en gros, il y a eu deux propositions antagonistes qui ont été proposées pour augmenter la vitesse des transactions sur le réseau Bitcoin. Il y a, on va dire, la proposition des développeurs, ce qu'on a appelé le SegWit, Segregated Witness, qui est une proposition technique, mais en gros avec comme objectif de garder une taille de bloc constante, mais d'augmenter le nombre de transactions qu'on pouvait mettre dans chaque bloc. Donc d'augmenter, en gros, ça a permis d'augmenter la vitesse du réseau de 15-20%, quelque chose comme ça. On est passé de 7 à 11 transactions par seconde à peu près. Et de l'autre côté, on avait les mineurs qui, eux, ont proposé un autre fork qui consistait à garder le même type d'encodage, mais sur des blocs de 8 mégas au lieu de 1 méga, puisqu'il y avait une limite de 1 méga par bloc. Et cette proposition, c'est ce qu'on a appelé le Bitcoin Cash, donc qui était sponsorisé, qui était vraiment mis en avant par les mineurs, et donc notamment par les mineurs chinois, parce que en gros, ça favorise les grosses installations très puissantes, dont les Chinois sont friands, et donc ça permet d'avoir des transactions beaucoup plus rapides, et donc beaucoup moins chères aussi, puisque les deux facteurs sont corrélés, et donc cette monnaie en fait a été lancée en août, et au moment du lancement, la plateforme Coinbase, qui est donc une place de marché où on peut acheter et vendre du Bitcoin, avait annoncé que eux ne supporteraient pas le trading en Bitcoin Cash et resterait concentré sur le Bitcoin, et donc tout le monde s'en était tenu plus ou moins à cette annonce-là, et depuis il n'y avait pas eu de nouvelles particulières par rapport à ça. Il était même mis sur leur site qu'ils n'avaient pas prévu de le supporter de sitôt. D'accord. Et branle-bas de combat, changement complet de perspective, puisqu'il y a quelques jours, le 20 décembre, Coinbase a tout d'un coup lancé le support du Bitcoin Cash. Donc du jour au lendemain, hop, paf, ils ont amené cette nouvelle fonctionnalité qui permettait en gros d'acheter et de vendre du Bitcoin Cash comme on achète et on vend du Bitcoin sur la plateforme. La grosse différence avec d'autres lancements, puisqu'avant ça ils avaient déjà lancé le Litecoin, et avant ça encore l'Ether évidemment, c'est que le Bitcoin Cash étant un fork du Bitcoin, tous ceux qui avaient des bitcoins avant le fork en août se retrouvent avec un montant égal de Bitcoin Cash. D'accord. Donc du jour au lendemain, on a dédoublé, en gros, sur la même place de marché, on a dédoublé son montant en Bitcoin. Et tout d'un coup, le Bitcoin Cash est passé en 2 semaines de, en gros, 1200 € à 3000 € par unité. Okay. Donc une hausse assez conséquente. Et en plus, on a pu regarder, en observant un petit peu le cours, on s'est rendu compte que cette augmentation du cours s'est produite quelques jours avant l'annonce officielle du support de Bitcoin Cash. D'accord. Là, ça a commencé à lever un petit peu quelques suspicions, et les gens se sont dit, même si ça se trouve, il y a des employés de chez Coinbase qui ont tradé eux-mêmes, ou alors prévenu des amis pour qu'ils achètent massivement du Bitcoin Cash juste avant. Et donc la demande augmentant, le cours augmente aussi, et donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle dans les marchés traditionnels, c'est typiquement ce qu'on appelle un insider trading, c'est-à-dire un délit d'initié. Et il y a évidemment aucune régulation, aucune loi officielle dans le monde des cryptos sur ce sujet-là. Donc maintenant, ça dépend d'une enquête à mener par Coinbase, qui eux-mêmes ont dit ils ont des politiques internes très claires pour interdire aux employés et de divulguer cette information privée
et de trader eux-mêmes pour en bénéficier. Mais pour autant, voilà, de fait, le cours a augmenté de manière un peu suspicieuse. Donc, ils vont mener une enquête interne. Ils ont déjà prévu que si ils levaient effectivement qu'il y avait des employés qui avaient profité de ça, ils seraient virés sur le champ. Et pareil pour les fournisseurs qui n'auraient pas tenu leurs engagements, il y aurait des procès qui seraient déclenchés, quoi. Ça, évidemment, ça m'a donné de l'eau au moulin des détracteurs de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies de manière générale, puisque c'est vrai que, on l'a dit, c'est un des avantages, entre guillemets, de cette décentralisation, cette absence de contrôle centralisé, etc. Ça conduit aussi, on le voit bien, à ce genre de dérives qui sont... Il semblerait pas prête de s'arrêter parce qu'il y aura d'autres histoires de ce type-là. Est-ce que dans le milieu de la crypto-monnaie, j'imagine qu'on en est conscient ? On en est conscient et c'est vraiment, encore une fois, on rappelle ça à chaque fois, c'est que Bitcoin en soi est une merveilleuse machine de décentralisation et elle est comme toutes les blockchains, comme toutes les crypto-monnaies sont vraiment conçues pour être décentralisées. Malheureusement, elles ont un gros talon d'Achille. Ce sont ces places de marché qui, elles, sont centralisées. Donc c'est les points d'entrée finalement dans ces systèmes-là qui sont la faiblesse du réseau, parce que à ces points-là, il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir du traficotage au niveau des cours, etc. Et donc, il est urgent qu'on trouve des solutions techniques qui nous permettront d'avoir des places de marché décentralisées, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va prendre encore quelques années de recherche. Comme dans d'autres sujets, on a l'impression souvent que c'est à la charnière entre le monde, on va dire, d'aujourd'hui et d'hier, et le nouveau monde, si on parle comme ça. C'est la charnière qui pose souvent problème. C'est pareil avec les véhicules autonomes, par exemple, où le véhicule autonome fonctionne bien, c'est l'humain qui est derrière qui a posé problème. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, on le voit, ça revient régulièrement. Évidemment, c'est les choses qu'on suit ici avec les technos et j'imagine dans d'autres podcasts et sur d'autres sites high-tech également. Donc on en parle régulièrement. On n'a d'ailleurs pas terminé de parler crypto-monnaie parce qu'on est toujours à la lettre C. C'est comme justement crypto-monnaie, Sébastien, pour parler des fondateurs de Bitcoin.com et Litecoin qui ont tout revendu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette histoire ? Alors ça, c'était vraiment une information que je voulais traiter de manière didactique, parce qu'il y a effectivement tout et n'importe quoi qui a été raconté sur le sujet, y compris certains des articles qu'on a utilisés comme source et qu'au final j'ai mis de côté parce que c'était vraiment trop n'importe quoi. En gros, il y a deux news qui se sont un peu entrechoquées dans l'actualité récemment. Il y a d'une part effectivement le fondateur du site bitcoin.com qui s'appelle Emil Oldenburg, qui a revendu tout son stock de Bitcoin à lui. Oui. Et d'autre part, le fondateur, donc Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, une autre crypto-monnaie, qui a lui aussi revendu tous ses Litecoins. Donc forcément, quand on entend ça, qu'on conjugue ça un petit peu avec les actualités des semaines précédentes sur l'abandon du paiement au Bitcoin chez Valve, etc., on aurait pu se dire, oulala, c'est quoi cette débandade ? Tout le monde se barre en courant. Ça sent pas bon pour le truc. Plus la flambée, on l'a vu aussi, cette progression assez fulgurante qui faisait penser vraiment à une grosse bulle qui allait nous sauter au visage. Enfin, tout ça mélangé. Évidemment, ça ne porte pas à confiance, quoi, je veux dire. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il est important de tirer les choses au clair et de bien séparer les choses. Donc effectivement, Emil Oldenburg, le cofondateur du site bitcoin.com, d'abord c'est important de préciser que bitcoin.com, ça n'est pas Bitcoin, c'est un site d'information et de ressources autour du Bitcoin, mais qui n'est en rien lié à la communauté officielle de développement du Bitcoin, qui elle est sur bitcoin.org. D'accord. Donc c'est un petit peu ambigu de ce point de vue-là. Et lui, il se fait qu'effectivement il avait beaucoup de Bitcoin et il a dit qu'il les vendait effectivement parce que lui-même avait peur des limites techniques du Bitcoin et notamment des délais de transaction et des frais de transaction qui avaient tendance à partir en flèche dès que le réseau devenait saturé. Et ça c'est un fait, la saturation du réseau Bitcoin est un véritable problème. C'est celle qui a déclenché effectivement le hard fork dont on parlait à l'instant en été dernier et c'est celle qui continuera à repousser le problème tant qu'on n'aura pas trouvé une solution structurelle à ce problème-là. Donc, pour le coup, allez, c'est un petit peu inquiétant, mais c'est ce que je ne cesse de répéter depuis des semaines. Attention à Bitcoin, plus pour la partie limite technique que pour la partie spéculation pure. Il y a quand même un risque non négligeable dans cet investissement. Et ça, c'est bien séparé de ce qui s'est passé avec Charlie Lee, qui lui est donc le fondateur du Litecoin et qui a revendu tous les Litecoins qu'il possédait, mais pour une toute autre raison, à savoir qu'il était très souvent accusé justement de délit d'initié et de conflit d'intérêts, puisque il possédait beaucoup de Litecoin
il avait tendance à en acheter régulièrement. Et en même temps, à travers les annonces qu'il faisait autour de l'avenir de la technologie et des évolutions du protocole, etc., il influençait aussi le cours. Donc, il était un peu jugé parti dans l'histoire. Et pour couper court à toutes ces critiques, il a juste revendu ses Litecoin pour dire maintenant, j'en ai plus. Donc, vous pouvez plus m'accuser d'influencer le cours. Je le fais, mais allez, c'est pas à mon propre bénéfice. Et donc voilà, c'est une toute autre raison. C'est absolument pas une marque de méfiance vis-à-vis de sa technologie, mais c'est au contraire une marque d'indépendance et de solidité pour inciter les gens à la confiance dans cette technologie-là. Est-ce que ces deux annonces qui sont en fait, c'est juste une question de calendrier, il n'y avait pas de connivence entre le fondateur de Bitcoin.com et celui de Litecoin. Est-ce que la conjugaison des deux, est-ce que ça a influencé le marché ? Est-ce qu'on a senti des turbulences, que ce soit sur l'une ou l'autre de ces monnaies ? Alors, on a senti effectivement beaucoup de turbulences ces 2 dernières semaines. C'est difficile de dire est-ce que c'est lié uniquement à cette actualité-là ou justement à toutes les affaires qu'il y a eu avec Coinbase, puisque Litecoin et Bitcoin Cash sont maintenant tradés sur Coinbase. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont entrechoquées, plus effectivement toute l'excitation qu'il y a autour de Bitcoin qui n'a pas aidé. Donc voilà, c'est effectivement difficile de tirer le vrai du faux, mais encore une fois, ça marque l'importance de pas s'arrêter à lire les titres dans les posts Facebook et d'aller tirer un petit peu les choses au clair sur des sites sérieux qui savent de quoi ils parlent. Je rappelle Coindesk pour donner ne serait-ce que celui-là, qui essaye de décortiquer un petit peu ces actualités qui sont un petit peu difficiles à bien comprendre de temps en temps. Oui, parce qu'on le sent bien aussi, les acteurs de l'ancienne économie, ou de l'économie actuelle, on va dire, ont tendance aussi à charger la barque dès que c'est possible. Et donc, voilà, c'était l'occasion aussi pour certains acteurs de prendre parti, de prendre position contre les crypto-monnaies, comme c'est de temps en temps le cas. Tout à fait. On n'en a pas tout à fait fini avec les crypto-monnaies, on en reparlera un petit peu plus loin, mais on va quand même passer à un autre sujet. Le sujet qui nous intéresse aussi, ce sont les drones. On est à la lettre D comme drone, ça tombe bien. Et on va parler avec Benoît des Hollandais. Benoît, qui finalement se passeront des aigles policiers, parce qu'il était question d'utiliser des aigles à un moment donné. Voilà. Effectivement, on s'en souvient, c'était un peu dans les actus de la rentrée de l'année passée, ça fait un peu plus d'un an. C'est juste. La police hollandaise avait annoncé qu'elle avait démarré un programme d'entraînement d'aigles pour neutraliser des drones. Près des centrales nucléaires, entre autres. Tous les endroits stratégiques, ils les ont déployés 2 fois en fait jusqu'à présent, une fois à Rotterdam et une fois à Bruxelles, dans un sommet de dirigeants, pour être capable de protéger une personnalité. Et en fait, c'est un peu ça le problème. Une année d'entraînement, un peu plus. Des investissements quand même conséquents, parce que il faut les nourrir, il faut les entraîner, il faut s'en occuper, etc. Et on est arrivé à les déployer 2 fois. Et le rapport coût-bénéfice n'était pas franchement en faveur des aigles en finale. La police apparemment a aussi un peu de crainte de comment les aigles réagissent quand on les déploie en dehors de la zone d'entraînement, notamment dans des événements avec de la foule. Et donc au final, ils ont décidé de tirer le trait sur le programme d'entraînement. Et les aigles ont été pensionnés, voilà, et d'une manière. Alors la police a rassuré, ça a été fait d'une manière humaine, c'est-à-dire qu'on les a pas euthanasiés, on les a placés dans un environnement où ils pourront continuer leur vie de façon raisonnable, mais ils ne pourront plus chasser les drones. De façon humaine, en général, c'est l'euthanasie, parce que c'est le seul être sur Terre à pratiquer l'euthanasie. Bon alors, je corrige ce que j'ai dit, ils n'ont pas été euthanasiés, ils ont été placés dans un centre où ils pourront continuer leur vie bien gentiment, bien peinard, simplement ils arrêtent de chasser les drones. Et donc je suppose qu'on a d'autres solutions techniques pour faire la chasse aux drones à l'heure actuelle. On ose imaginer qu'ils ne vont pas lâcher une solution telle que celle-là sans avoir d'autres recours, Sébastien. Oui, il y a notamment les fameux fusils à EMP qu'on a vu apparaître ces derniers mois, où c'était assez impressionnant. On aurait dit des images de films de science-fiction, avec des gros machins qui tirent rien, qui envoient juste une onde électromagnétique, mais qui suffisaient à désactiver les drones. Et puis après, il y a tout simplement la solution très simple du plus gros drone qui va choper le plus petit drone. Oui, c'est ça. Il y avait des histoires de filets également, de jeter des filets sur les drones, et puis le brouillage également, prendre la main sur les commandes du drone
drone à intercepter. Enfin, donc voilà, on imagine bien que des solutions autres que celles de l'Aigle existent, et je pense que les aigles, ils ont autre chose à foutre aussi de courir après les drones, il faut être clair. Ah non, ils aiment bien courir après les drones. Le problème, c'est qu'ils ne courent pas que après le drone. Oui, et maintenant, ça va donner, enfin, il va y avoir une nouvelle situation, c'est comment on va gérer psychologiquement ces pauvres aigles qui vont chercher des drones désespérément toute la journée et qui vont se morfondre en disant mais où est mon jouet? Oui, c'est ça. S'ils sont dans un parc et que tout d'un coup il y a quelqu'un qui a envie de survoler le parc avec un drone, il va, chouette, un drone, youpi. Ils se vont attaquer. Ça risque d'être comme des aigles anonymes. Oui, c'est ça. C'est un retraité chasseur de drones. Bon, allez, on passe à la suite. On a été à D comme drone, E comme Eastcoin. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi, Sébastien? C'est la crypto-monnaie estonienne? C'est ça? C'est exactement ça. Enfin, on va repréciser un petit peu les termes. Effectivement, Estcoin comme Estonie et coin. Alors c'est une annonce qui avait été faite à la base par les gens du programme e-Residency, sur lequel je vais revenir, qui est donc un programme de l'État estonien. L'annonce avait été faite à la base en été, donc en août 2017, et à l'époque ça avait beaucoup fait les gros titres en disant voilà, l'Estonie va lancer sa propre crypto-monnaie, une alternative à l'euro. Évidemment derrière ça n'avait pas traîné. Mario Draghi, le directeur de la Banque Centrale Européenne, avait mis le holà en disant non mais vous êtes fous, votre monnaie officielle c'est l'euro, si vous commencez à le mettre en danger avec des idées de crypto-monnaie, on va pas s'en sortir. Donc il y avait eu une petite levée de bouclier, mais en même temps ça va susciter beaucoup d'intérêt, et là ils sont revenus un petit peu à la charge, mais cette fois-ci en reprécisant un petit peu mieux ce qu'ils avaient déjà dit dans le premier article, mais qui a été un petit peu mieux détaillé cette fois-ci, c'est qu'on parle pas du tout d'une monnaie à proprement parler, mais d'un token. Alors la différence entre les deux, c'est que une monnaie, c'est vraiment, au sens monétaire du terme, c'est un actif, et le token, c'est plus à voir comme un titre, comme une action par exemple dans une société. Et c'est typiquement des tokens, c'est ce qu'on achète quand on participe à une ICO, donc une Initial Coin Offering. C'est du financement participatif, et donc on achète d'une certaine manière des parts, des actions dans un projet. Et c'est en fait ça que veut lancer l'Estonie. C'est vraiment un token et non pas une crypto-monnaie, donc quelque chose de complémentaire à l'euro et pas du tout une alternative. Et donc effectivement ils ont ce programme déjà de e-Residency qui est assez novateur. Il faut voir que l'Estonie, c'est en Europe et probablement dans le monde un des pays les plus en avance sur la digitalisation de l'administration. Donc ils permettent déjà aujourd'hui de faire une demande de n'importe où dans le monde pour avoir un statut de e-résident, c'est-à-dire qu'on n'est pas citoyen ou résident estonien. Ça ne nous donne pas accès à un visa ou quoi que ce soit, mais par contre ça donne accès à un certain nombre de services publics à distance depuis partout dans le monde. Alors là, à cette question-là, l'autre Sébastien serait ici, dirait qu'on peut déjà faire beaucoup de choses également avec notre carte d'identité électronique en Belgique, qui a plein de services qui existent. Alors ils sont peut-être pas structurés de manière aussi cohérente entre guillemets que ce que l'Estonie a fait, parce que ils ont peut-être une histoire plus jeune dans ce domaine-là aussi, ils ont pris les choses à bras-le-corps très rapidement, mais on a de plus en plus maintenant accès à des informations. Je pense à ta pension par exemple, vérifier quel sera le montant de ta pension, c'est des choses qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant et qui sont liées à la carte d'identité électronique. Donc voilà, on peut relativiser aussi. Il y a un petit côté économique aussi de la part de l'Estonie de se positionner sur ce marché-là un petit peu avant tout le monde et de faire aussi beaucoup de marketing autour de leur carte d'identité. Il est un fait que la technologie est exactement la même. En Belgique et en Estonie, ils utilisent la technologie e-ID qui a été conçue notamment par des gens, des personnes en Belgique. Et par contre, ce qui est très différent, c'est l'utilisation qui en est faite. En Belgique, effectivement, c'est très déstructuré. Il y a finalement assez peu de services publics qui sont accessibles via ce biais-là. En gros, il y a les impôts, il y a les pensions, il y a 2-3 choses comme ça. Mais c'est à peu près tout. En Estonie, ils ont vraiment poussé le bouchon très très loin, notamment en reliant ça avec, alors je vais pas utiliser le terme de blockchain, et c'est à dessein, mais avec ce qu'on appelle un distributed ledger, c'est-à-dire un registre distribué mais centralisé pour le coup, qui leur permet de faciliter grâce à l'e-ID tout un tas d'échanges d'informations entre services administratifs. Donc entre la police, entre les impôts, les allocations familiales, il y a plein de choses qui communiquent ensemble grâce à ce biais-là et qui réussissent à identifier un citoyen de manière unique à travers tous ces services
grâce à tout ça. Donc ils ont intégré les choses de manière beaucoup plus poussée. Et là, ce qu'ils veulent faire avec ça maintenant, avec cette proposition de Estcoin, c'est en fait de proposer un programme qui permettra aux e-résidents d'investir finalement dans le développement de ces services digitaux à travers une ICO. Et donc chaque e-résident pourrait finalement acheter ces tokens et à travers ça être rémunéré potentiellement sur les bénéfices réalisés grâce à cette nouvelle administration digitale. Donc c'est assez intéressant et en plus derrière ça évidemment c'est aussi un moyen pour eux de faire une première expérience sur une ICO entre guillemets garantie par un État et donc de proposer aussi une législation qui sera beaucoup plus favorable et en même temps beaucoup plus structurée pour le lancement d'ICO par des projets tiers. Donc typiquement ce qu'ils veulent faire c'est faciliter en gros la constitution de sociétés. Ce qui est déjà possible, on peut déjà, grâce à un statut d'e-résident, on peut créer une société en Estonie, et ben on pourra aussi lancer une ICO officielle reconnue en Estonie par ce biais-là. C'est aussi l'occasion pour l'Estonie de faire rentrer des devises dans le pays, puisque une entreprise estonienne est également soumise aux impôts locaux, donc on imagine que c'est là tout l'intérêt également de la manœuvre. Benoît levait la main. Oui, c'était juste par rebondir sur ce que tu disais en faisant le parallèle avec la situation en Belgique. Ce qu'il faut mesurer, c'est que ces États ont eu un effondrement complet de l'État quand ils ont quitté le bloc soviétique et ils ont reconstruit complètement leur administration. Donc quelque part, tu es la Belgique, c'est un peu la vieille grosse structure qui est en train de se transformer pour rattraper. Si on prend l'exemple de l'e-commerce, ça va être je sais pas moi, un Carrefour ou autre qui se dit tiens, il serait peut-être temps qu'on s'y mette et qui essaye de différents projets avec parfois on en rit dans nos émissions parce qu'on se dit bon là vraiment c'est pas ça. Parfois c'est très bien, mais parfois ça l'est pas. Alors que ces États qui ont reconstruit une administration il y a pas très longtemps. Qui ont dû la reconstruire à partir de rien et qui l'ont reconstruit avec des nouvelles personnes, des personnes jeunes, parce que c'est ce qui est frappant quand tu vas dans des réunions internationales où tu rencontres des représentants de ces États. La génération qui a été au pouvoir à l'époque soviétique a été, pour certains de ces pays, complètement chassés du pouvoir et remplacés par des gens jeunes qui viennent avec des idées nouvelles. Et donc, c'est un peu une start-up quelque part. Oui, c'est ça. L'administration est un peu une start-up. Et donc, on peut dire, chez nous, on y arrive aussi, mais c'est vraiment pas... c'est plus difficile pour nous. C'est vraiment pas le même esprit. Parce qu'on a un héritage du passé que eux n'ont pas ou non plus. Et donc, du coup, la manœuvre est peut-être plus difficile pour nos pays que pour des pays plus jeunes. En l'occurrence, l'Estonie ici, ça pourrait être un autre pays. Et comme on le disait, la manœuvre, c'est également aussi de faire rentrer des devises, de faire en sorte que les gens entreprennent, ou en tout cas aient leur siège en Estonie. Donc c'est ça aussi un petit peu le but. Bon, maintenant, le retard, est-ce qu'on va pouvoir le rattraper demain en Belgique ou en France je sais pas. C'est un peu réducteur, Sébastien, quand tu dis qu'on fait finalement peu de choses avec notre carte d'identité. Moi, je l'entends à peu près tous les mois, des nouvelles fonctionnalités, genre commander des documents qui normalement on devait se déplacer à la commune et des choses comme ça. On peut le faire aussi avec la carte d'identité. Le problème, c'est que c'est pas centralisé sous une enseigne. Il faut connaître l'adresse. C'est des adresses à rallonge en plus. C'est un peu compliqué, c'est un peu rugueux comme approche, oui. Et encore une fois, j'insiste, c'est effectivement, je suis conscient qu'on peut déjà faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment relatif quand on compare avec ce qui est possible de faire en Estonie. La comparaison est assez frappante. Et pour donner même une différence en termes de vision, donc là c'était la personne qui s'occupe un petit peu du programme e-residency, c'est un monsieur qui s'appelle Kaspar Corius et qui a une vision pour la mise en place de tous ces services qui va bien au-delà de ce qu'on imagine même dans un État. C'est-à-dire que pour lui, à terme, l'objectif de tout ça, c'est de constituer le premier État digital. C'est-à-dire un État qui n'est plus limité par ses frontières géographiques, mais qui pourrait être offert à n'importe quel citoyen du monde et offrir ses services à n'importe quel citoyen du monde, indépendamment de où il se trouve dans le monde. Oui, c'est ça, Et ça, c'est une vision qui est effectivement très jeune et très novatrice et à laquelle l'inertie de nos États, de nos vieilles démocraties occidentales a du mal à s'adapter. Et voilà. Après,
il y a quand même des limitations à tout ça. Moi, personnellement, en tant qu'acteur actif de ce monde-là, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette idée de centralisation avec les technologies de la blockchain. Pour moi, ça colle pas bien, et ça va encore pas assez loin. Mais en tout cas, j'applaudis l'effort et ne serait-ce que l'effort de pensée qu'il y a derrière tout ça, quoi. Si ça peut faire avancer le schmilblick dans d'autres pays, à d'autres niveaux, etc., c'est bienvenu, évidemment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucune concurrence ni administrative ni fiscale, et finalement, ce genre d'initiative ouvre la porte à ça, et nous ouvre la porte en tant que citoyens à choisir finalement l'administration qui nous correspond le mieux en fonction des services qui sont proposés, etc. Et ça, c'est complètement nouveau comme idée. Est-ce qu'il y a à l'échelle européenne, puisque c'est un pays qui fait partie de l'Europe, l'Estonie, à l'échelle européenne, il y a une réflexion qui se fait autour de ces domaines de compétences particuliers, la carte d'identité électronique, la blockchain, etc. Est-ce que c'est étudié, c'est analysé Alors l'Union européenne, la Commission européenne est en train de lancer un observatoire de la blockchain pour justement essayer de centraliser un petit peu tous les projets de recherche autour de ça et essayer de mieux comprendre où on en est. Par rapport à l'EID, je sais que c'est des projets beaucoup plus qui datent de encore plusieurs années et qui ont toujours eu du mal à aboutir parce que voilà, ça fait partie des compétences presque monopolistiques des États qui ont du mal à lâcher un petit peu leur souveraineté de ce point de vue-là. Mais donc voilà, c'est des questions qui existent depuis longtemps et depuis récemment pour ce qui concerne la blockchain. Donc ils s'y intéressent, mais encore une fois, je pense que le principal obstacle à tout ça, c'est l'inertie, et notamment l'inertie des vieux gouvernements, des vieilles administrations qui ont énormément de mal à s'adapter. On imagine que ça devrait passer par des normes et que chacun viendrait avec sa norme et puis essayer de l'imposer pour des raisons politiques. Écoute la différence de discours entre ce qu'on entend beaucoup chez nous et où l'appartenance à la nation, c'est le territoire. C'est quelque chose qu'on entend très fort en Belgique, mais c'est un discours qu'on a aussi entendu très fort en France lors des dernières élections présidentielles, où c'est l'appartenance au territoire, le fait d'être sur le territoire et d'être né sur le territoire, de parents qui sont sur le territoire, qui te définit comme citoyen. Et cette idée de l'État est là pour offrir des services, et les citoyens choisissent de participer à l'État parce qu'ils y trouvent les services qu'ils veulent. On est sur des visions du monde qui sont à 180 degrés l'une de l'autre. Et clairement, l'Estonie a déjà expliqué, enfin ils ont déjà fait plusieurs études un petit peu pour savoir qui étaient les personnes qui faisaient appel à ce statut de résident. Au passage, j'en fais partie. Je vais aller chercher ma carte des résidents estoniens la semaine prochaine. Et c'est typiquement, la population la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les digital nomades, c'est-à-dire des gens qui ne se définissent pas par leur position géographique, qui sont capables de travailler d'à peu près n'importe où et donc d'habiter à peu près n'importe où dans le monde. Grâce avec une connexion internet et un laptop en gros, et c'est typiquement ces gens-là qui sont très intéressés par ce statut-là parce que ça leur permet de faire du business de n'importe où dans le monde sans être lié à justement cette position géographique. Donc c'est assez effectivement frappant cette différence de point de vue, quoi. Espèce de réfugié numérique. Je dis de partout dans le monde, je te déconseille Calais ou le parc Maximilien, par exemple. Tu vois, c'est peut-être les seuls endroits où il faudrait peut-être pas aller en tant que réfugié. On peut passer à la suite si vous voulez bien. On était à la lettre. J'ai perdu le cours maintenant. On attaque la lettre F. F comme Facebook. Benoît, Facebook en pleine crise existentielle. Ça, on a des informations pour l'instant sur Facebook régulièrement. C'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions chez les actuels membres de Facebook et puis ceux qui ont travaillé chez Facebook aussi. Voilà, effectivement. On a eu quelques sorties d'anciens employés de Facebook et des employés à des niveaux hiérarchiques assez élevés qui disent regretter ce qu'ils ont fait, qui disent constater que Facebook est en train de détruire certains pans de la société, qu'ils regrettent leur implication, etc. Donc il y a ça d'un côté. Mais alors ce que j'ai trouvé plus frappant, c'est il y a quelques jours, Facebook lui-même a dit en fait, Facebook peut être mauvais pour certains de nos utilisateurs. Facebook peut être nocif pour certains de nos utilisateurs. Alors quand c'est Facebook lui-même qui le dit, ça vaut peut-être la peine quand même d'écouter ce qu'ils disent. Alors, l'article c'est un article qui est sorti sur leur blog, qui est écrit par des sociologues qui travaillent pour Facebook, et
l'article a été écrit avec énormément d'intelligence parce que c'est un peu une espèce de pirouette en disant voilà, le problème c'est que quand on est tout seul et qu'on consomme un média de façon passive et qu'on clique sur des liens de façon passive, c'est pas très bon. Entre guillemets, c'est une manière un petit peu d'écorner aussi certains médias traditionnels. Et puis la réponse que Facebook apporte, c'est de dire et donc ils ont fait ça à partir d'une étude qu'ils ont menée sur toute une série d'études sociologiques qui ont été faites sur Facebook. Donc ils ont essayé de faire une espèce de synthèse de toute une série de travaux de recherche. Et à côté de ça, ils disent voilà, la solution c'est d'être encore plus actif sur Facebook, parce que quand on parle, quand on échange sur les choses qu'on a lues, etc., eh bien ça aide, voilà, ça élimine ces effets nocifs. Ouais. Bon, je pense qu'il faut un peu se poser des questions et chacun se placera par rapport à ça, mais c'est clair qu'on entend aujourd'hui de plusieurs acteurs, on l'a entendu avec l'histoire de l'influence des Russes dans l'élection américaine, dans le vote pour le Brexit et dans différents autres aspects comme ça, des éléments d'influence. On a ces différentes personnes. Je pense que Facebook se devait de répondre quelque part. Ouais. La pirouette, je la trouve un petit peu de mauvais goût, mais le fait d'avoir entamé l'article en disant c'est vrai, on a un problème. Oui. Je pense que voilà, ça valide ce que certaines personnes disent depuis un certain temps. On doit peut-être se poser des questions sur les réseaux sociaux, sur leur place dans la société, sur le fait qu'en final aujourd'hui les seuls réseaux sociaux qu'on a, c'est des réseaux sociaux dont le métier est un petit peu, je sais pas si tu te souviens de Moujout, l'ex-patron de TF1 qui avait dit notre métier c'est de préparer les cerveaux à absorber de la pub Coca-Cola. Oui. Voilà, les médias sociaux. La phrase était beaucoup plus longue. Le contexte était beaucoup plus large que ça, et on a gardé cette phrase-là parce qu'elle était un peu. Oui, non, d'accord. Du temps de cerveau. On est sur des médias sociaux qui ont le même principe, c'est-à-dire il s'agit simplement d'attirer des gens qui cliquent, de les garder sur le média social, de les abrutir suffisamment pour quand on leur balance une pub, ils se rendent pas compte si c'est une pub ou un article raisonnable. Oui. En gros. Ou un fake. Et donc c'est vrai. Voilà, il y a tous ces éléments de question qui arrivent, et j'ai été vraiment interpellé par le fait que Facebook lui-même dans un papier dise attention, on peut être néfaste pour certains utilisateurs. Ceci dit, ça me fait un petit peu penser aussi de temps en temps au patron de sites porno qui fait son mea culpa en disant c'est vrai que on s'adresse pas à tout le monde de la même manière, et que attention les jeunes, pareil dans le jeu vidéo, à un moment donné on fait aussi un petit peu son mea culpa. Enfin voilà, ça c'est un petit peu du même acabit. Je voyais le doigt de Sébastien se lever. Oui, une des premières réponses aussi de Facebook, je ne sais pas si c'était dans cet article-là ou dans un autre, mais ça a été de dire les personnes qui ont manifesté des doutes, etc., ont raison, mais en même temps, ils sont partis il y a 5-6 ans. Oui. Et depuis, on a changé. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours, j'ai beaucoup aimé la petite pirouette. Ce que je trouvais intéressant, qui était remis en question aussi par ces critiques, c'était de dire qu'au-delà de créer du temps de cerveau disponible, effectivement, il y a cette notion, et ça les sociologues l'ont bien étudié aussi, cette notion de boucle de feedback immédiat, notamment de boucle d'encouragement, avec toutes les hormones dont on sait qu'elles sont libérées quand on gratifie rapidement les gens. Ouais. Donc tous ces mécanismes sur Facebook sont conçus pour créer de la dépendance et pour créer de l'addiction à cette boucle de feedback. Ouais. Et c'est ça notamment qui effectivement encourage les interactions courtes et donc décourage les interactions longues, qui encourage les choses, les liens très artificiels, etc. Et effectivement qui casse, en tout cas qui remet en question certains mécanismes sociologiques traditionnels, quoi. Donc c'est effectivement intéressant et inquiétant aussi en même temps, hein. On peut le dire. Benoît, tu avais un truc à rajouter? Non, c'est bien. Là. C'est bien. Ah, c'est bien, ok. On peut en parler encore si tu veux. Oui, on pourrait, mais pas mal de sujets, donc on va peut-être avancer. Oui, c'est ça. On est à la lettre L comme Lightroom. On va parler de l'application d'Adobe, c'est ça, Benoît? Voilà, Lightroom qui disparaît en version standalone. Donc ça avait été annoncé il y a quelques mois. Adobe avait dit voilà, Lightroom en version standalone, c'est fini. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté leur licence Lightroom et qui achètent une mise à jour de temps en temps, on n'en veut plus. Ce qu'on veut maintenant, c'est la formule d'abonnement, et donc ne va plus exister que Lightroom CC, l'édition cloud de Lightroom.
qui est disponible uniquement sur abonnement. Et ils avaient annoncé, on va sortir une dernière version de Lightroom standalone, et voilà, elle vient juste de sortir, et donc 3 petits tours, et puis Lightroom s'en va quelque part. Et je trouve que ça a du sens quelque part pour des professionnels qui utilisent le produit et qui ont besoin de mise à jour fréquente. Ouais. Moi, je sais que je fais ma mise à jour de Lightroom quand j'ai un nouvel appareil photo pour lequel j'ai besoin d'un nouveau moteur de rendu. Donc, j'ai pas fait toutes les mises à jour, et je sens que je pose vraiment la question de me dire, mais est-ce que je vais payer, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher en fait, la version cloud, pour pas en faire grand chose en plus. Donc voilà, c'est pas super sympa. L'abonnement, c'est ça. Adobe, le programme que cloud proposé, c'est le moins cher, c'est Photoshop plus Lightroom, hein, si je dis pas de bêtises. C'est pas la totale. C'est ce que je pense aussi. Oui, tu as des versions plus ou moins étendues. Et là, on est sur quelque chose comme 370 ou 400 euros par an, je pense. Avec de l'hébergement qui est compris et tout ça. Donc on peut dire que oui, c'est pas un mauvais deal si tu regardes le produit en tant que tel, mais pour tous les gens qui, en final, n'ont pas besoin des mises à jour régulières, voilà, c'est un petit peu dommage. Et après, je me demande dans quelle mesure ça va pas relancer quelque chose qui je pense, était un petit peu en baisse, le piratage. Ouais, ça risque aussi, quoique la version cloud est quand même beaucoup plus difficile à pirater malgré tout, semble-t-il. Je voyais Sébastien, une fois de plus, intervenir. Oui, non, effectivement, faut rappeler que quand on a l'abonnement, il y a les mises à jour qui viennent avec, et que quand on achète un Photoshop à, je sais plus combien coûtait la licence standalone avant, c'était plus de 1000 euros, je crois. Un petit peu moins, voilà, les mises à jour coûtaient aussi beaucoup d'argent. Moi, en tout cas, j'ai fait le switch l'année dernière et j'en suis très content. Je paye quelque chose comme 70 euros maintenant pour toute la suite Adobe complète par mois. Et voilà, ça me permet d'avoir les mises à jour en permanence. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile à pirater parce que ça vérifie la licence en permanence à chaque fois que vous vous connectez à Internet, quoi. C'est vrai aussi que sur le principe, on va pas revenir ici sur toute l'histoire d'Adobe, mais sur le principe de cet abonnement qu'il propose maintenant depuis quelques années, hein, ça remonte maintenant à quelques années, c'est que quand tu travailles sur un projet de courte durée avec une petite équipe, etc., tu payes peut-être moins cher finalement que si tu avais dû payer des licences telles qu'on... Moi, je pense qu'Adobe Photoshop, c'était quelque chose comme 700 euros à l'époque, quelque chose comme ça, sans les mises à jour, évidemment. Il fallait rajouter 200, 300 en fonction du type de mise à jour. C'était pas tous les ans non plus, mais il y en avait régulièrement. Et donc, du coup, quand tu as une petite équipe et que tu dis 6 mois de Creative Cloud Adobe, ce sera toujours moins cher que de devoir acheter toutes les licences du package, quoi. Oui, mais encore une fois, tu parles d'une équipe là. Moi, d'un point de vue individuel, Lightroom, il me coûtait, si je dois le ramener sur une base annuelle, je pense qu'il devait me coûter entre 50 et 60 euros par an, parce que je faisais pas toutes les mises à jour et j'en avais pas le besoin. Est-ce qu'il n'y a pas une version light de Lightroom? C'est bizarre à dire, mais il n'y a pas une version LE ou quelque chose comme ça qui existait? Il y a un Lightroom mobile. Oui, ça oui. Mais qui est pas vraiment le même produit. Non, pas tout à fait, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien, non? Oui, non, c'était effectivement quand on a une équipe aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir moduler le nombre de licences en fonction de la taille de l'équipe. Oui. Et ça, quand on avait les licences standalone, on était obligé d'acheter autant de licences que le maximum de gens dans son équipe à un instant T. Alors que, avec les licences, c'est un peu comme avec AWS pour les serveurs, on peut moduler dans le temps. Mais effectivement, c'est intéressant quand on a des équipes. C'est un petit peu moins intéressant quand on est tout seul. Oui. C'est un peu dommage. Et il y a peut-être des alternatives à Lightroom aussi. J'imagine qu'il doit y en exister depuis le temps. J'en connais moi personnellement, j'en connais pas. C'est pas mon domaine. Benoît, est-ce que ça? Il y a un produit libre, mais qui est franchement. Alors, je veux pas encore me tirer des ennuis avec les gens qui sont un peu fanats du libre, mais il est, je pense, honnête de dire qu'il est 2-3 crans ergonomiquement et autres en dessous de ce que Lightroom proposait. Il y a des produits qui sont capables de développer des photos, mais c'est intégré gestion d'une bibliothèque et développement des photos RAW et gestion de l'ensemble. Il y a
pas énormément de produits. Il y avait Aperture à un moment sur Mac, mais Apple l'a arrêté. Ouais. Donc il reste ce produit libre effectivement qui fait les combinés des deux dont le nom m'échappe maintenant, mais je ne connais pas beaucoup d'offres similaires. C'est vrai que Lightroom s'est imposé au niveau professionnel aussi, donc ça va pas être facile. Enfin, pour un professionnel, ça justifie parce que ça fait des frais, mais pour un particulier qui l'utilise une fois de temps en temps, comme tu le disais, c'est beaucoup plus problématique. C'est dommage. On passe à la lettre R comme robot, c'est ça, je dis pas de bêtises. R comme robot, Benoît, on parle d'une controverse sur les robots du côté de San Francisco. Voilà, pas deux controverses. Deux. Il y a la ville de San Francisco a d'abord informé une association de protection des animaux qui devait retirer des rues leur robot de, entre guillemets, protection. C'est un robot qu'ils avaient installé et qui patrouillait la rue autour de leur centre et dont le but était il semblerait que le but caché c'était de chasser les SDF. C'est-à-dire quand le robot repérait un SDF, il faisait appel il signalait aux gardes qui évacuaient parce que bon voilà, c'est pas propre devant les bâtiments, et plutôt que d'avoir quelqu'un qui surveille des caméras ou autre, ils avaient mis un robot et la ville les a condamnés à cesser l'usage de ce robot contre une astreinte de $1000 par jour s'ils continuent à utiliser le robot. Mais il y a une deuxième controverse sur les robots qui est sortie cette semaine, toujours sur San Francisco. On sait que c'est une ville d'innovateurs, c'est une ville où il y a beaucoup de start-up qui s'installent, et il y a on en a parlé ici, il y a divers projets de robots de livraison qui se sont installés, parce qu'en final Deliveroo, le livreur il coûte cher, c'est la même chose que Uber qui voudrait bien virer ses chauffeurs. Les livreurs de pizza et d'autres restaurants, etc., ils aimeraient bien virer leurs livreurs aussi. Et donc à San Francisco, il y a un certain nombre de startups qui sont installées et qui font circuler des robots comme ça sur les rues, et ça embête terriblement les habitants parce que voilà, ils prennent beaucoup de place, ils sont pas toujours très respectueux des autres usagers, ils sont parfois un peu dangereux, et donc la municipalité a maintenant établi un cadre législatif. Une start-up ne peut plus avoir, je pense, que 9 robots, mais en tout cas il peut y en avoir que 3 à un moment donné en circulation sur les rues. La vitesse va être limitée, il va falloir que le robot soit surveillé, voilà, donc ils ont installé un cadre législatif assez restrictif. Parce que voilà, ils s'en sortaient plus. Ça va être comme en Chine avec le nombre d'enfants, le nombre de robots à disposition. J'ai un gros bruit moi dans mes oreilles, je sais pas chez qui c'est, il y a un bruit de ventilateur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas chez qui c'est. Voilà. Moi j'entends pas de ventilo. je sais pas. On peut continuer, il y a pas de souci. C'est vrai que je l'entends aussi ton gros bruit. Quelque chose de bizarre. Quoi qu'il, poursuivons. Donc les robots et cette espèce de gros suppositoire, je tiens à le signaler au passage, parce que j'avais vu ce robot également qui chasse donc les sans-abri. C'est quand même très particulier. On n'y avait pas pensé. Et c'est peut-être normal qu'on n'y pense pas spontanément, en fait. On était à la lettre R comme robot, on passe à la lettre S comme SpaceX. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans l'espace, là, du coup. Pour le coup. Je ne sais pas de chez qui ça vient. Donc voilà. Bon. S comme SpaceX, Seb, pourquoi la dernière mission de SpaceX, dont on a beaucoup parlé, d'ailleurs dans les médias traditionnels pour le coup, était importante, dis-nous? Donc c'est une mission qui a décollé le 15 décembre, alors qu'elle était prévue à la base pour le 8 décembre, donc il y a eu déjà pas mal de repoussage de la date. C'était la mission CRS-13, qui était une mission de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Et donc c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu particulier cette mission-là, c'est que donc comme toujours, ces derniers temps, la fusée de SpaceX s'appelle Falcon 9, et cette fois-ci sur cette Falcon 9, on sait qu'ils arrivent déjà assez facilement à récupérer le premier étage, c'est la partie la plus chère et la plus grosse de la fusée, et ils arrivaient aussi à récupérer la capsule qui s'appelle Dragon, qui contient notamment toute la partie pressurisée du matériel qu'ils envoient dans l'ISS. Et là, ils ont fait redécoller à la fois un premier étage et une capsule Dragon qui avait déjà volé auparavant. D'accord. Donc c'est un double recyclage, c'était la première fois qu'ils le faisaient, et encore, ce qui rajoute un petit peu à l'exploit, c'est que d'habitude les premiers étages ils les font revoler sur des missions de déploiement de satellites.
Là, ici, c'était pour une mission de ravitaillement de l'ISS. Oui. Évidemment, quand on envoie un satellite dans l'espace, si ça explose, qu'il y a quelque chose de fâcheux qui se passe, allez, ça coûte cher, mais c'est pas dommageable. Il y a personne qui attend le satellite en orbite. Là, évidemment, si la capsule Dragon avait explosé en vol ou n'était pas arrivé à bon port, eh ben ça avait un gros impact sur l'agenda de l'ISS et notamment sur ce que les astronautes pouvaient faire dans l'ISS. Oui. Donc gros risque, gros défi, et tout s'est bien passé. Ils ont réussi à récupérer le premier étage. Il me semble que la capsule est encore arrimée à l'ISS. Ils vont la récupérer plus tard quand ils auront transvasé tous les déchets de l'ISS dedans, parce qu'en général c'est à ça que ça sert, c'est le camion poubelle. Et donc voilà, la mission a été un succès. Alors au passage, à côté de ça, pour ceux qui ont la vidéo, j'ai rajouté des petites images pour rappeler que le prochain gros défi de SpaceX, qui là aussi était prévu pour cette fin d'année et qui malheureusement a été repoussé pour normalement le mois de janvier, c'est le lancement de Falcon Heavy, qui est la version survitaminée de Falcon 9. C'est 3 Falcon 9 collés l'une à l'autre pour faire un lanceur surpuissant. Et donc voilà, le premier lancement est prévu dans le courant du mois de janvier normalement. Les 3 propulseurs seront récupérables de la même manière que sur Falcon 9 ou pas? Exactement. Ah oui, okay. Donc c'est 3 premiers étages de Falcon 9 en fait, et donc on voit bien sur la photo d'ailleurs, on voit bien les pattes et aussi les gaufres en haut, qui permettent de diriger la fusée quand elle rentre dans l'atmosphère, et tout ça va être récupéré. Donc c'est un petit peu le gros défi, c'est là où on devra récupérer 3 étages en même temps sur le même lancement. S'ils y arrivent, c'est vraiment un gros succès, parce que Elon Musk a déjà prévenu, il y a de grosses chances que ça foire. Ce sera le premier lancement de la sorte, et en plus il faudra qu'elles atterrissent sur Terre, parce que là aussi ce qui a été fait sur CRS-13, c'est que le premier étage a atterri sur Terre et non pas sur une barge comme ça s'est fait dans d'autres missions. Tout ça, c'est une question de consommation de carburant et de plan de vol. Mais donc là, évidemment, ils vont devoir récupérer les 3 étages sur Terre sans crash. Ça sera un beau défi s'ils y arrivent. Oui, effectivement. Mais c'est chaque fois, en tout cas, impressionnant de voir ce retour. Enfin, c'est complètement dingue, hein, en fait. J'imagine que les plus passionnés auront vu les vidéos circuler ça et là durant la semaine. C'était vraiment de belles images, en tout cas. On reste dans l'espace, mais moins haut peut-être, Benoît, pour parler de Stratolaunch, un test de roulage dans le désert pour cet avion un petit peu particulier quand même. Hein. Voilà, effectivement, on reste dans l'espace et l'intention quelque part est la même. Hein. Stratolaunch, si on le rappelle, c'est une des sociétés plutôt, parce qu'il en a tellement. C'est une des sociétés de Paul Allen, donc un des 2 fondateurs de Microsoft avec Bill Gates. Et son ambition, c'est de faire voler vers l'espace à moindre coût. Donc un petit peu la même ambition que SpaceX, hein, il faut le dire, mais avec une technologie qui est complètement différente. C'est en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du Spaceship One, qui était le premier vol habité non commandité par un État. D'accord. Et qui était la technologie est très différente, parce que ce qu'ils font, c'est que ce qui coûte en finale sur un vol spatial, enfin ce qui oblige à entraîner de gros moteurs, etc. C'est effectivement le fait de s'arracher à l'attraction terrestre. Et c'est le moment où c'est pour ça qu'on a ces gros lanceurs avec ces énormes fusées et ces premiers étages qui sont très très coûteux à construire et à lancer. Et eux, leur stratégie, c'est de partir avec un avion. Donc, ils décollent avec un avion sur lequel va se trouver le lanceur. Et quand l'avion prend une certaine altitude, ça a l'avantage, un avion, que ça décolle depuis une piste. Donc, ça n'a pas besoin du même équipement. La même infrastructure au sol pour pouvoir décoller. Quand ça se repose, ça n'a pas non plus besoin d'une infrastructure très très sophistiquée. Et puis ça a aussi l'avantage que c'est mobile très facilement. Il suffit de l'amener sur un autre aérodrome et puis il peut repartir de là, quoi. C'est juste. Et alors, une fois qu'il est en vol, et donc on l'a arraché à l'attraction terrestre, que la capsule part avec une capsule de type fusée plus classique, je vais dire. Elle part et elle s'élève dans l'espace. Alors,
Le Spaceship One, ça a été un grand succès. Maintenant, c'est Virgin qui a racheté la boîte ou qui participe à la commercialisation du produit. Et par ailleurs, ils vont faire un vaisseau pour des humains, le Spaceship One. Et par ailleurs, ils sont en train de faire avec Stratolaunch une grosse version du Spaceship One, qui est un énorme avion qui va être capable de transporter des charges type satellite et autres. Mais évidemment, un gros machin comme ça, on le fait pas voler du premier coup. Il y a des étapes de test avant qu'on le fasse décoller. Et il y a une étape assez importante qui a été franchie, c'est que pour la première fois, il s'est déplacé sur ses moteurs uniquement. Donc ils l'ont fait tester sans qu'il décolle sur une piste au sol, mais ils l'ont fait circuler propulsé uniquement par ses moteurs. Et donc ça, c'est une première étape importante pour avant de pouvoir faire le décollage et de faire les étapes suivantes. Tout ça est passionnant. Non, mais c'est sans rire, parce que on a l'impression qu'on se réinvente chaque fois dans ce domaine-là, et c'est ça qui est amusant. C'est radical parce que ça les oblige, comme ils sont dans des structures commerciales. C'est en ça qu'on voit les différences. Les États avaient des budgets énormes quand ils s'envoyaient dans l'espace. Ici, on est sur des structures commerciales. Il faut que ce soit rentable. Et donc, la première réflexion, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir baisser le coût du lancement en pouvant réutiliser le matériel plusieurs fois. Parce que c'est la même idée, en ayant besoin d'un matériel qui va coûter moins cher, qui va être plus simple, etc. Plus simple à déployer, etc. Oui, le processus est très différent des États où on se rappelle de la conquête spatiale, la NASA, etc., qui ont dépensé sans compter, on peut le dire, pour arriver à un objectif. Ici, c'est un petit peu différent quand même. Sébastien, lève le doigt depuis 10 minutes. Et il faut aussi rappeler que il y a une grosse différence dans le modèle économique de ces sociétés-là. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour SpaceX, et je pense que Stratolaunch et d'autres ont plus ou moins les mêmes stratégies. C'est que quand un État lançait ça, en fait, c'est la NASA qui chapeautait un petit peu tout, par exemple pour les États-Unis, mais derrière, ils lançaient des sous-contrats qui eux-mêmes faisaient appeler des sous-contractants, qui eux-mêmes faisaient appeler des sous-contractants. Donc, ça rajoutait énormément de coûts intermédiaires, d'overhead financiers entre guillemets, qui rendait le lancement exorbitant, alors que dans la plupart des cas, que ce soit SpaceX ou d'autres sociétés, ce qu'ils essayent de faire, c'est de maîtriser le processus de bout en bout, un maximum de la fabrication en interne, pour diminuer un petit peu tous ces intermédiaires qui prennent leur marge en gros, et qui augmentent le coût des lancements. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est toujours important quand on regarde ces news par rapport à l'espace, de bien différencier la technologie liée aux vols sous-orbitaux de la technologie liée aux vols orbitaux. Typiquement Blue Origin ou pour l'instant de ce que j'ai vu du Stratolaunch, c'est du vol sous-orbital, et donc qui nécessite beaucoup moins de puissance. L'attraction terrestre, on ne cherche pas à s'en échapper, on cherche à la diminuer suffisamment pour être juste à la limite de l'atmosphère. À la frontière, voilà, alors que typiquement, ce qu'essaye de faire SpaceX, c'est de mettre des satellites en orbite géostationnaire, c'est d'envoyer des gens sur Mars, et tout ça, ça nécessite des capacités d'un autre ordre de grandeur pour faire du vol non orbital. Allez, on poursuit et on achève tout doucement cet épisode. Tiens, on parlait de SpaceX, on parle de Tesla maintenant. T comme Tesla. Sébastien, on parle de Tesla qui enregistre des commandes records pour son fameux camion qui avait été présenté, enfin ces camions, qui avait été présenté il y a quelques semaines maintenant. Voilà, donc les deux camions avaient été présentés il y a quelques semaines. Il y avait un petit modèle avec une autonomie de 300 miles, je crois, sur une charge, et un plus gros modèle qui avait une autonomie de 500 miles. Donc tout ça, ça fait 500 ou 800 km en gros par charge. Les deux modèles avaient été annoncés il y a quelques semaines, et forcément, il y a eu beaucoup de spéculations autour du prix, de est-ce que c'était vraiment intéressant économiquement pour les entreprises logistiques en gros. Et aujourd'hui, on commence à avoir la confirmation de ça, puisqu'il est déjà possible de pré-réserver ces camions qui seront livrés en fait en 2019, et les premières grosses précommandes commencent à rentrer. Alors il y avait déjà eu une commande assez impressionnante de PepsiCo, donc la société qui s'occupe de la production du Pepsi et de son acheminement par la même occasion, qui avait précommandé 100 camions, et là on vient d'annoncer que UPS, donc la célèbre société de logistique et de livraison de colis, vient de précommander 125 camions d'un coup. Donc ça fait des précommandes non négligeables. Alors les arguments qu'ils avancent, c'est évidemment une augmentation de la sécurité, notamment de la sécurité sur la route, et donc c'est des camions qui auront probablement moins d'accidents, donc qui seront moins immobilisés, qui nécessiteront un entretien aussi bien inférieur. L'impact environnemental, notamment parce que UPS a toujours tenu à avoir cette image un peu verte
Ils avaient déjà annoncé des projets pour remplacer certains fourgons de livraison sur des villes comme New York par exemple par des fourgons électriques et évidemment un coût de possession, donc ce qu'on appelle le total cost of ownership, qui est bien inférieur, je crois de l'ordre de 20 ou 30% avec ce camion, même si le prix à l'achat est bien supérieur, puisque là on parle d'un prix entre 150 et 180 000 $ à l'achat. C'est bien supérieur à ce que peut coûter un camion traditionnel, mais au final ce qui est important c'est le temps de charge, c'est le prix d'une charge électrique, c'est le coût d'entretien parce que c'est des véhicules qui tournent, qui roulent énormément, donc tout ça est à prendre en compte et au final ça reste beaucoup plus intéressant pour eux. Et c'est quand même, ce sont de grosses commandes quand même, parce que c'est plus qu'au début on avait dit il y a quelques transporteurs nationaux qui ont acheté un ou deux camions. On se dit que c'est plus entre guillemets pour c'est comme avoir une Tesla dans sa flotte de voitures, hein. C'est de dire voilà, regardez, on était un peu branchés, on est à la mode de l'électrique, etc. Là c'est quand même 100 unités, on est quand même sur sur quelque chose qui est quand même plus évident, quoi. Et ça a un impact intéressant en plus pour Tesla, puisque la réservation, juste la réservation, donc la caution qu'on met pour réserver un camion, ça va 1 000 $ par unité. Donc quand on commande 125 camions, tout d'un coup, ça fait 2,5 millions de $, c'est pas négligeable. C'est ce qu'il avait fait avec la Model 3. Voilà. Il répète, il fait des levées de fonds comme ça, lui. Voilà. Il prévend, en fait, il fait du crowdfunding à l'échelle de Tesla. Allez, on est à la lettre W comme WTF. Maintenant, je le dis comme ça pour voir si ça passe du côté de nos amis de YouTube. On avait parlé. Je vous renvoie à l'épisode précédent pour avoir l'explication de ce WTF. Benoît, on parle d'une intelligence artificielle qui crée la sextape Wonder Woman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, l'actrice Gal Gadot, donc l'actrice qui est qu'on connaît tous comme étant Wonder Woman dans les différents films de DC Comics, s'est retrouvée bien malgré elle sur une sextape. Mais c'est pas une vraie sextape. Ça a été créé par une intelligence artificielle. Et le plus surprenant, on va dire, c'est que c'est pas un studio, tu vois, genre un pro du porno qui soit dit tiens, je vais faire quelque chose ou quoi. C'est quelqu'un qui est équipé de moyens assez simples, on ne connaît pas le nom, on connaît juste son acronyme, il s'appelle Deepfakes, qui a fabriqué cette vidéo en prenant une vidéo porno existante et en utilisant une intelligence artificielle qui l'a entraîné à remplacer le visage de l'actrice par le visage de Wonder Woman. Elle doit être contente. Et donc tu as... alors elle n'est pas spécialement contente, la Gal Gadot. L'actrice on la comprend. Aucune des deux apparemment. mais on la comprend parce que c'est quand même extrêmement troublant, quoi. Et alors la qualité du remplacement est parfois, il y a certaines scènes où effectivement tu vois que l'AI a un petit peu déconné, mais il y a des scènes où, parce que moi j'étudie mes sujets, oui, je vois ça. Il y a des scènes où vraiment c'est bluffant, c'est-à-dire que tu as la gestuelle, etc. et a été remarquablement remplacée. Et tu dis que ça se fait avec un bête TensorFlow qu'on a entraîné de façon sympa chez soi, et tu te dis donc demain en fait on peut tous se retrouver impliqués. Il y a quelques mois on avait parlé et ça nous paraissait être waouh, c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui a une intelligence artificielle qui a été mis au point, qui peut donner l'impression d'être Barack Obama et lui faire dire n'importe quoi. Et en fait là c'est même plus dans un labo de recherche, c'est un truc qu'on peut entre guillemets qu'on peut bidouiller faire chez soi avec encore de la compétence, mais pas des moyens techniques qui semblent démesurés. Mais quand on parle de fake news, en l'occurrence, là, ça pose question aussi, parce que c'est vrai que demain, parce qu'on peut faire la même chose avec la voix aussi, de plus en plus, on voit des applications qui permettent de reproduire la voix, d'imiter la voix de quelqu'un sur base d'échantillons. On peut reproduire la tessiture vocale d'un individu. Ça, plus l'image, je ne crois que ce que je vois, ça ne vaut plus. c'est ça aussi le problème. Je voyais Sébastien réagir pendant cette news. Oui, c'est sûr que là, dans le cadre du film porno, la voix, on s'en fiche un peu. Oui, c'est sûr. C'était pas la préoccupation principale. Mais effectivement, surtout si elle a la voix d'Obama.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins sexy là tout d'un coup. Le tue l'amour. Quoi. Non, mais là effectivement, moi ça m'inquiète d'autant plus qu'effectivement, si ça devient accessible à n'importe qui, pour les fake news, ça va être un enfer parce que on va devoir entraîner des intelligences artificielles à reconnaître les images produites par une intelligence artificielle. Oui, ça va être compliqué à un moment donné. Et puis, pour ceux qui fantasmeraient sur Barack Obama, voilà. Avec Gal Gadot. Voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai que ça peut poser un tas de problèmes, parce que si maintenant on se met à inventer des sextapes, on n'est pas sorti de l'auberge. En l'occurrence, il a été encore correct, on va dire, le deepfake. C'est discutable. Parce que, en plus, ça arrive en plein scandale à Hollywood sur l'objectification de la femme, etc. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets autour de il a été correct, mais il a clairement indiqué que c'était un fake. Oui. Mais on peut imaginer demain quelqu'un qui ne l'indique pas. Et alors, ce qui est ce que je peux pas m'empêcher de réfléchir, c'est vrai que quand on connaît un peu l'image, on voit bien à certains moments que c'est du fake, mais quand je vois certains amis qui me montrent des images qu'ils ont photoshopées ou que leur petit cousin a photoshopé d'une façon absolument dégueulasse et où tu vois les trucages et tu te dis c'est vachement bien fait, on dirait vraiment que c'est ça, je pense qu'il faut pas perdre de vue que certaines personnes qui sont bien impliqués dans le milieu vont voir les défauts, mais je pense qu'il y a des gens, parce que ça les intéresse pas spécialement, et ils prennent ça à première sur l'idée que de toute façon si c'est une image c'est forcément vrai, et ben ils vont pas se poser la question de se dire est-ce que c'est un fake, ils vont dire bon je l'ai vu donc c'est vrai. Moi je me rappelle pour donner parce qu'on repousse toujours les limites et donc ce qu'on voit aussi de plus en plus on repousse chaque fois un petit peu. Je me rappelle une vieille publicité qui date d'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans où c'était des petits chats qui chantaient une petite chanson et ils avaient samplé des miaou et les petits chats bougeaient les lèvres entre guillemets, et je me rappelle qu'une personne m'avait demandé est-ce qu'ils ont vraiment fait chanter les chats, parce que c'était à l'époque ce genre de le sampling déjà etc, c'était pas quelque chose de commun, enfin voilà, quand on connaît pas la technologie, qu'on n'a jamais perçu cette technologie, on peut avoir un petit doute, dire tiens c'est vrai finalement c'est vraiment cette personne là ou c'est voilà. Bon, donc plus on en parle, plus on dénonce, plus peut-être les gens vont faire attention aussi à ce qu'ils regardent et à ce qu'ils entendent. Mais maintenant tout ça se perfectionne tellement que ça devient difficile de percevoir les magouilles qui se cachent derrière. On en termine avec encore un peu de crypto-monnaie, si vous voulez bien, dans cette lettre W comme WTF. Waouh. Sébastien, quelqu'un s'est mis à miner des bitcoins à la main. Ça, c'est quand même pas courant. Voilà, donc ça c'est une jolie expérience plus pédagogique qu'autre chose. Un Américain qui s'appelle Ken Sheriff, qui est un matheux, un geek pur et dur, qui a des articles absolument hallucinants sur son blog que je vous invite à aller voir, qui nous explique comment il a réussi à miner du Bitcoin avec un papier et un crayon. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est quelque chose, c'est une pratique assez courante quand on apprend l'informatique, c'est de rétro-ingénierer un algorithme pour mieux comprendre comment il fonctionne et ensuite de le dérouler à la main. Et c'est ce qu'il a fait avec l'algorithme qu'on appelle SHA-256, qui est l'algorithme au cœur de la technologie du Bitcoin, qui en gros permet de hacher, c'est-à-dire de produire un nombre petit à partir d'un très grand nombre, pour simplifier. Et en gros, c'est ce qu'on utilise pour calculer les blocs quand on mine du Bitcoin. D'accord. Et donc il explique comment il a fait le calcul avec un petit bloc qui montre les 0 et les 1 et comment il calcule tout ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est les métriques, les chiffres qu'il y a derrière tout ça. Donc il explique que pour faire son petit calcul là, il a mis en gros 16 minutes, sauf que des calculs comme ça, il doit en faire beaucoup pour miner un bloc. Et donc au final, il arrive à faire l'équivalent de 0,67 hash par jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, 0,67 H par jour, ça fait 8 fois 10 puissance moins 6 H par seconde, là où la première puce qu'on utilise pour miner du Bitcoin fait 10 puissance 12 H par seconde. Donc 10 puissance 18 fois ce que lui arrive à faire. Donc il est 10 puissance 18, je crois que ça fait 1000 quadrillions, un truc comme ça, fois plus lent qu'un processeur.
Il va pas être riche demain, quoi. Ah non, il va pas être riche demain. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont poussé la logique jusqu'au bout. Il s'est dit, oui, mais alors maintenant, moi, en tant qu'être humain, combien d'énergie je consomme pour comparer la consommation énergétique avec la machine. Et il s'est rendu compte que la différence, le facteur de comparaison était de 10 puissance 16. Donc, il est 10 puissance 16 fois moins efficace qu'une machine. Et alors après, il s'est dit, bah du coup, si je me nourris uniquement de donuts, qui est une nourriture assez peu chère, bah alors là, on arrive à une différence de 67 quadrillions. Donc c'est genre, donc pour tous ceux qui avaient tendance à dire que le Bitcoin était incroyablement cher et coûteux en énergie et mauvais pour la planète, oui. Un humain serait 67 quadrillions fois pire. Oui, c'est ça en fait. C'est la conclusion toute logique de cet exercice. Voilà, et sachant que là-dedans, on n'a même pas intégré le prix du papier et du crayon. Hein, parce que ça va coûter cher aussi en papeterie pour tout ça. Ouais, donc, ça peut être du papier recyclé. mais au-delà de la blague, ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est que très souvent, quand les détracteurs des crypto-monnaies disent oui, mais les crypto-monnaies ça coûte très cher et c'est pas bon pour la planète, faut pas oublier non plus que ces crypto-monnaies remplacent énormément de processus humains qui sont faits aujourd'hui par les banques, etc., qui garantissent un certain nombre de processus et donc effectivement, on automatise tout ça et ça rentre dans ce contexte-là aussi. En effet, je ne sais pas si Benoît avait une conclusion lui aussi à tirer là-dessus. Ça me rappelle cette citation de Steve Jobs qui disait qu'en final l'ordinateur c'est la bicyclette pour l'esprit. Voilà, on va à une certaine vitesse et puis là on est démultiplié par la machine. Par la machine, effectivement. Voilà pour conclure donc ce 148e épisode des Techno déjà. Le 149e, je vous l'ai dit, ce sera en direct mardi 26 à 20h avec entre autres, Sébastien-ci, mais également l'autre, et Benoît, ce Benoît-ci, mais non, on n'a pas d'autre Benoît. Oui, il n'y en a pas d'autre. Mais on a un Bruno, par contre. Voilà, j'allais le dire. Tu vas bien t'amuser, je pense. Oui, je pense. Deux Sébastien, un Bruno et un Benoît. ça va y aller. Et un Xavier aussi. Donc, voilà, préparez vos questions. N'hésitez pas déjà à nous les envoyer si vous en avez, comme ça vous passe par l'esprit. Faudrait pas l'oublier. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit sur notre blog lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On en prend note, on les garde sous la main. On essaiera de répondre à tout le monde. Enfin, on essaiera. Donc, lors de cet enregistrement du 149e épisode, pour le coup. Donc, le mardi 26 à 20h, le rendez-vous est pris. Merci Benoît, à mardi donc. Merci Sébastien, à mardi également. Et à mardi tout le monde. À bientôt. Au revoir et joyeux Noël.